Et du coup, bah, bienvenue Adriano dans ce Merci. podcast de Merci Saveur beaucoup. Poulette en direct du Festival des Terroirs. On a la chance de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu ta vie, ton travail, ce que tu fais pendant une bonne demi-heure ensemble de partage. Donc on est super contente. Est-ce que déjà, en une phrase, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Je suis un boulanger engagé pour le bien manger, pour essayer de quelque part redonner au pain, en tout cas essayer de lui redonner ses lettres de noblesse. C'est ma troisième vie, la première était de journaliste. J'ai travaillé au Figaro, à Courrier International, ensuite j'ai eu la chance de partir aux États-Unis et là-bas j'ai une deuxième vie de start-upper. J'ai appris le goût du risque et plein d'autres choses. Et puis à un moment donné, je me suis mis à faire du pain à la maison. Et en faisant du pain, j'ai découvert qu'autour de moi, il y avait énormément de personnes qui ne pouvaient plus à manger. Qui parce qu'ils disaient qu'il y avait des problèmes d'indice glycémique, qui parce qu'ils disaient qu'il y avait des problèmes de gluten. Et donc là, je me suis dit, c'est pas normal, il faut qu'on puisse essayer de retrouver un pain sain, digeste, nourrissant. Et donc là, je suis parti à la recherche tout d'abord d'un blé, on en parlera, digne de ce nom, d'un mode de mouture, d'un mode de fermentation. Et le résultat était donc le lancement de la boulangerie Pain et Vivo, qui est donc basée à Paris, mais nous expédions ce pain partout en France. Super, on reviendra de toute façon sur tous ces détails tout à l'heure. On aime bien poser des questions signatures au début de nos podcasts. Signons. Voilà, je signe. Voilà. Et on se demandait si tu étais un pain, lequel serais-tu et comment aimerais-tu être mangé? Si j'étais un pain, lequel je serais? Eh ben, je serais un pain digeste, voilà, qui aimerait bien être mangé avec respect. Parce que des fois, le pain, on l'avale. On ne le déguste pas. Je trouve que déjà, un produit qui s'avale est un produit qui par définition n'a ni goût ni odeur. Ou alors s'il a du goût, mais c'est souvent parce qu'en fait le blé n'en ayant plus, le goût du pain très souvent aujourd'hui c'est le sel. Le sel. Et donc voilà, je serais ce type de pain-là. Et comment tu manges avec respect ce pain-là? Alors, bah, déjà, tu le regardes, tu le touches, tu le sens, parce qu'un pain digne de ce nom est un pain qui sent bon et qui ne sent pas la levure, mais qui sent le levain, qui sent le blé, le travail de la terre, qui est en fait un produit d'abord et avant tout agricole et deuxièmement artisanal. Moi, par exemple, je pense que c'est absurde qu'aujourd'hui on puisse avoir son CAP de boulanger sans jamais avoir mis les pieds dans un champ de blé, sans jamais avoir parlé avec un paysan. Et que malheureusement, par la suite, quand on devient boulanger, qu'on s'installe, on reçoit les sacs de farine en fait, et on ne connaît même pas, parce que c'est pas écrit, la variété du blé. Alors que par exemple, sur une bouteille de vin, on est au Festival des Terroirs. Là, on va vous rappeler l'histoire de chaque bouteille, le cépage, etc. Mais force est de constater que quand vous rentrez dans une boulangerie artisanale, la variété de blé soit complètement ignorée. Mais ce n'est pas la faute du boulanger. C'est vraiment le système qui a été pensé de cette façon. De la formation où on ne te donne pas forcément le goût d'aller sur... toute la filière, sans parler après de la fermentation, parce que depuis les années 70, on peut avoir son CAP boulanger sans maîtriser l'art de la panification au levain naturel exclusivement. Et donc ça, après, ça crée tout un tas de problèmes, déjà de déconnexion avec la matière vivante, parce qu'en fait, on achète juste la levure de boulanger fraîche et on la met dedans et paf, c'est plié. Et puis, on perd aussi le vrai sens du mot artisanal, qui est celui, non pas d'exiger de la matière vivante qu'elle s'adapte au timing et au goût et aux préférences du boulanger et du marché, mais c'est plutôt de dompter la nature en s'y adaptant pour pouvoir véritablement sceller ce pacte avec la terre
qui a été le fondement de la civilisation depuis que l'homme s'est sédentarisé, est devenu agriculteur fermenteur et qu'on a pu finalement tirer les fruits de la terre. Aujourd'hui, ce pacte est un petit peu brisé quand même, ce qui pose beaucoup de problèmes. On aurait plein de questions. Il faut y aller, Mais, je suis là pour y répondre. Mais écoute, comme on disait, ça perd les poulettes, ça mélange art, parce que après tout, tu parlais d'artisanat, donc l'art, la nourriture, c'est de l'art. Et pendant un des tournages aussi, on a eu la chance, on était près de Chinon, et on a écouté la symphonie du pain qui sortait du four à pain. Donc ça me faisait penser à ça quand tu parlais du respect, de le sentir, mais aussi de l'écouter. Donc on s'est vraiment penché, on l'a écouté. Et on se demandait du coup sur ce côté artistique, c'est quoi ta dernière découverte artistique? Ma dernière découverte artistique, c'est aussi la première, c'est-à-dire la scène de Léonard de Vinci. Ah, ok. La scène de Léonard de Vinci, qui est une fresque, qui est un tableau, qui est à Milan, et qui est peut-être l'un des plus beaux symboles du génie d'Homo sapiens. C'est-à-dire représenter de façon figurative d'une certaine façon l'immission du profane dans le sacré, parce que le pain étant un aliment évidemment qui vient de la terre, mais là il est sublimé par Jésus-Christ de Nazareth, qui avant de devenir le symbole de la religion chrétienne était un rebelle, était un révolutionnaire, était un casse-couille. Était un juif qui était honni et banni par les juifs, qui sortait du lot, et c'est un exemple, je pense, pour tout le monde. Et le pain qui est sublimé dans cette œuvre magnifique de Léonard de Vinci se fait, je pense, le symbole de cette révolution douce, cette révolution les bras ouverts, sans fusil, avec le sourire, avec l'énergie positive, et c'est ça la vraie force qui peut changer les choses. On était à Milan, on n'a pas eu la chance il faut réserver 3 mois à l'avance. Ouais, c'est pour ça. Moi, je l'ai fait, mais il y a 15 ans, et c'était une expérience, parce que quand tu parlais effectivement d'un truc marquant, bah, effectivement, il fallait réserver, et on était par petits groupes de 15, et tu peux rester que 10 minutes. Oui, parce qu'en fait, la respiration, ça, oui, parce que c'est pas un tableau. C'est une fresque murale, c'est ce que tu disais, ouais, exactement. Et du coup, c'est la première fois où j'étais confrontée à ça. C'est magique. Nous, êtres humains, de par notre respiration, on va détériorer cette œuvre. Et du coup, tu as 10 minutes, un quart d'heure, je sais plus, pour vraiment t'imprégner de ça. Et c'est du coup tout un cérémonial. Et l'expérience est assez folle. Il y a une autre œuvre qui me parle beaucoup, qui a à voir au blé. Et qui est Les Moissonneurs de Peter van Bruegel, donc un peintre flamand du XVIIe siècle, dans lesquels on voit des hommes et des femmes pendant la moisson qui vraiment en chient, pardonnez-moi le mot, parce que c'est vraiment sous le soleil, etc. Et en fait, on remarque un détail assez impressionnant, c'est que les blés à l'époque avaient la taille d'un chrétien. Alors qu'aujourd'hui, si tu te balades dans un champ de blé 99% des fois, même en maturation, la taille du blé, ça t'arrive au mieux au genou. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez? Non, mais du coup, on a envie de savoir. En fait, on a rapetissé la taille des blés de façon génétique pour que les blés, ne se couchant pas en maturation quand l'épi est lourde, puissent en fait donner des meilleurs rendements. Voilà. Sauf qu'en faisant ça, l'épi de blé, au lieu d'avoir une tige très longue dans laquelle elle va quelque part s'étirer au niveau de tous ses composantes, notamment de ses composantes au niveau des protéines, et ben, ça va être tout entassé. Et donc, ça va donner après, donc quand il sera transformé, le blé, quand il sera transformé en farine, avec l'eau et la force mécanique, ça va donner en fait un gluten très tenace, ce qui est plébiscité par l'industrie agroboulangère
Donc par agro-boulangère, moi je parle souvent du conglomérat agro-boulanger, c'est-à-dire ces grosses coopératives qui font la taille des multinationales, qui se cachent derrière les pauvres petits boulangers artisanaux, qui en fait revendent un peu ce qu'on appelle le marketing de l'artisanat, alors que derrière eux ils sont que la pointe de l'iceberg d'un système beaucoup plus gros. Et ben là en fait tout a été pensé, encore une fois on revient au dessin qui a été fait même à des niveaux étatiques en fait après la Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir avoir toujours plus de rendement. Et en fait quand on parle de rendement, c'est vraiment le rendement d'un point de vue de la terre, et ensuite le rendement d'un point de vue de la productivité du boulanger, parce qu'en ayant donc, en donnant ce gluten très ténace, on peut pétrir plus vite, parce que le gluten ne casse pas, et donc on peut mettre à toute vitesse, comme ça, parce que ce gluten il va être très agglutinant, et c'est ça qui après va donner in fine au niveau de la digestion un pain qui est une véritable catastrophe, et qui après est un des coupables, voire le coupable numéro un, de la prolifération des maladies chroniques. On pourrait en parler si on veut. En fait, on sent que tu as des années de recherche derrière le pain et la boulangerie. On a vu que tu avais passé 3 ans à chercher le blé parfait pour faire tes pains. C'est quoi ces 3 ans de recherche? Qu'est-ce que tu fais durant 3 ans de recherche? Et ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je ne mangerai pas de ce pain-là », publié aux éditions du Rouergue. Et dans ce livre, en fait, je retrace ce chemin qui a été tout d'abord un chemin intérieur, même spirituel, de réconnexion justement avec la nature, avec la terre, dans en fait finalement l'assomption très claire et qui moi aujourd'hui me paraît une évidence, de ce que Pierre Weil, qui est le fondateur du label Bleu Blanquer, appelle une seule santé, qui est même aujourd'hui reconnue par l'ONU, ce qu'on appelle One Health. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de santé humaine qui soit déconnectée de la santé des sols. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas une question de dire je suis pour, je suis contre, c'est juste comme ça. C'est une réalité, parce que dès qu'on analyse en fait tout ce qui se passe, par exemple les nitrates, aujourd'hui vous avez de l'eau en France qui est souvent contaminée. Alors les autorités publiques essayent de pallier tant bien que mal à tous ces problèmes, donc in fine quand même on arrive à boire l'eau potable. Mais pourquoi on doit fermer les yeux sur la cause principale de tout ça? La France est le premier exportateur en Europe de blé. Là, il y a plus de la moitié du blé qui est produit en France qui est exporté. Donc, c'est des monocultures sur des étendues gigantesques. Et ces blés, pour pouvoir être hyper productifs, pour pouvoir produire, ils ont besoin entre 150 et 450 kilos d'engrais azotés par hectare. Les engrais azote, l'azote, comme on dit azote en anglais, c'est nitrogen. Ça donne ensuite, par un procédé d'hydrolyse, quand il pleut, les nitrates qui ont ensuite pollué nos sols. Voilà. Donc le consommateur qui rentre à la boulangerie artisanale, qui voit souvent des images d'épinal, de blé ancien, parce qu'on voit ces grandes gerbes de blé, etc., il est trompé. Et il est trompé du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que toute la filière, elle a été pensée pour la productivité. Elle n'a pas été pensée ni pour la santé des sols, ni pour la santé des hommes, qui sont en fait la même chose. Et justement, toi, tu as fait... alors, juste, du coup, tu as écrit le livre et après, tu as créé ta vidéo. Voilà, c'est en écrivant le livre que j'ai eu envie de me reconvertir. Okay. C'est ça. Donc, ça a commencé vraiment avec tout un cheminement intellectuel qui après a culminé dans l'ouverture de cette boulangerie. Et maintenant, il y en a plusieurs à Paris. Alors, on a toujours une seule boulangerie, mais avec 3 points de vente. D'accord. Et cette boulangerie, en fait, donc on est au 20 rue Albert Thomas, dans le 10e arrondissement à Paris. Ouais. Ensuite, va produire le pain pour les 3 autres points de vente, parce que nous vendons aussi au sein de la boulangerie, qui sont donc rue Le Camp dans le 16e, rue de la Chine dans le 20e, rue du Bac dans le 7e, et nous faisons aussi les marchés du 5e arrondissement, Place Monge et Port-Royal. Mais nous envoyons par la poste, par Chronopost, en fait, notre pain, partout en France. C'est-à-dire que tout le monde en France peut... Tout le monde peut se le procurer parce qu'il se garde 10 jours.
Mais oui, ça j'ai vu, incroyable, parce que justement, est-ce que c'est le moment où tu nous parles de ton secret qui est le Russello, quand tu parlais justement de, c'est le blé. de ta recherche du blé et tout, est-ce que tu veux nous parler justement de ce blé-là? Il est incroyable ce blé. Alors déjà, il s'appelle Russello. Moi j'aime bien commencer par l'origine des mots. Donc Russello, c'est roux, donc ça vient de la couleur en fait. Okay. C'est parce que c'est un blé qui est presque orangé, voilà. Et cette couleur-là, en fait, elle donne aussi un signe sur sa ténère en bêta-carotène. Donc c'est ce qu'on appelle les caroténoïdes, qui sont des antioxydants très puissants et très présents, qu'on a dans le blé de toute façon, mais dans le Russello en particulier, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est déjà très important, parce que les antioxydants, en fait, c'est des molécules qu'on retrouve dans beaucoup de produits de l'alimentation, mais de moins en moins quand même l'alimentation ultra transformée d'aujourd'hui, et qui permettent en fait de protéger les cellules. Et quand on protège les cellules, normalement on vit mieux et on vit plus longtemps. Donc il y a cet aspect-là, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle on l'a choisi. Nous l'avons choisi en particulier parce que donc dans le livre, j'ai voulu prendre les 35 variétés de blé les plus cultivées en France et en Italie en termes de blé ancien, et aller voir parmi toutes ces variétés anciennes laquelle allait donner le gluten le plus digeste. Okay. Donc on a fait des analyses in vitro, et ce qui est très important de comprendre, c'est là où vraiment on essaye de rentrer dans les détails, si on ne veut pas juste dire ah oui, bon, pas un blé ancien, ils sont tous pareils. Non. Chaque variété de blé, et il en existe 16 000. Ah oui, 16 000, énorme. Voilà. Et là, un profil protéique différent. Voilà, tout type, voilà, okay. Voilà. Il y en a beaucoup plus de modernes d'ailleurs que d'anciens. Okay. Parce que tous les ans, des laboratoires de génétique et des stations expérimentales de blé, il en ressort entre 500 et 1000 variétés dans le monde. Voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est que le macronutriment protéine est le plus difficile à digérer pour le corps humain. Voilà, les glucides, il n'y a pas de problème, ça va droit dans le sang. Les graisses, le corps, il adore. Les protéines, en fait, vous avez, c'est comme un collier de perles, notamment le gluten, et c'est les plus compliqués à digérer. Chaque variété, elle a son profil protéique différent, donc elle va avoir un gluten différent, parce que le gluten, c'est une colle qui relie les protéines entre elles. Pour ça, ça s'appelle gluten, c'est une colle. Et en fait, la force de ces liaisons entre les protéines, donc imaginez ce collier de perles, elle va passer de un petit fil comme ça, comme tissé par une araignée qui se délite tout de suite, à de la colle hyper caoutchouteuse. Ça dépend vraiment de la variété. Alors les variétés anciennes, elles vont être en général plus facilement dégradables par nos enzymes que les variétés modernes, mais à des degrés très différents. Ce qui fait que nous avons rencontré beaucoup de clients qui, par exemple, nous disaient bah, moi, j'ai déjà goûté du pain au blé ancien dans telle boulangerie, des boulangeries de très très bonne renommée à Paris, hein, et on ne digère pas. Ils nous donnent mal au ventre. D'autres qui nous disaient ça me fait de l'eczéma. D'autres qui disaient ça me fait du brouillard mental. Et après, quand j'ai fait des recherches et que j'ai vu toutes les études qui existent et qui sont là, c'est pas moi qui l'invente en fait, et ben, on se rend compte que le pain aujourd'hui, pour revenir à la scène de Léonard de Vinci, ce n'est plus le pain de la vie, c'est devenu le pain de la mort. C'est-à-dire et ben, il n'y a plus rien qui vit dedans, c'est ça? Voilà, c'est plus une matière vivante, et ça donne la mort. On perd le côté antioxydant, donc au contraire, ça va favoriser le stress oxydatif. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est juste la mécanique. Si on y connaît un petit peu en biochimie humaine, les cellules humaines, en fait, quand est-ce qu'elles s'oxydent en particulier? C'est quand vous avez beaucoup de glucose dans le sang. Voilà. Et c'est là la tragédie, parce qu'en fait, on va nous dire non, mais le pain, c'est des sucres lents. C'est encore écrit comme ça dans les manuels scolaires. Alors déjà, la notion de sucre lent a été dépassée depuis 25 ans. C'est une notion qui est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle était très simpliste. On disait sucre lent, sucre rapide. En fait, aujourd'hui, on parle d'indice glycémique. C'est-à-dire qu'on sait, en 2025, qu'on peut mesurer de 0 à 100 l'indice glycémique de tous les aliments.
on envoie des satellites dans l'espace, on veut envoyer l'homme sur Mars, et on n'est pas fichu de mesurer l'indice glycémique, je ne dis pas de tous les aliments, mais s'il vous plaît, de l'aliment le plus consommé en France, qui est le pain, qui est toujours le pain aujourd'hui, et bien nous on l'a fait. Et on est allé voir les études qui existaient. Alors, si on va sur le site de la Confédération de la boulangerie, de l'Observatoire du pain, qui est financé par l'État et par la Confédération de la boulangerie, donc ce n'est pas nous qui avons fait les études. Là, vous voyez qu'il y a une étude clinique qui vous dit que l'indice glycémique du pain complet, je ne vous parle pas du pain blanc parce qu'on ne tire pas sur la Croix-Rouge, est de 85. C'est-à-dire supérieur à celui du Coca-Cola. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Donc, quand vous avez beaucoup de glucose qui vient dans votre corps, en fait, le glucose, il va oxyder vos cellules. Donc, vous vivez, forcément, vous allez vivre moins longtemps et vous allez vivre en moins bonne santé. Ça peut ouvrir la porte à plein de maladies de civilisation ou pas, selon les personnes. Mais quand on regarde quand même qu'il y a de plus en plus de problèmes de maladies chroniques, de diabète de type 2, de cancer. Le cancer, vous savez, quand on a un cancer, on fait un PET scan, c'est-à-dire on prend une gorgée de sirop de glucose, c'est-à-dire là on est en indice glycémique 100, et après on fait le PET scan et on voit quelles sont les cellules enflammées. Ok, je veux pas du tout. Qui sont jaune fluo. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mangez, si votre alimentation elle est caractérisée par des indices glycémiques élevés sur vos aliments, et le pain il est quand même l'élément le plus consommé, et ben ça peut ouvrir, ça peut, c'est pas cause à effet, hein. Mais vous avez en tout cas vous courez beaucoup plus de risques de développer un cancer. C'est pas très marrant un cancer. Et ce n'est pas de l'aliment le plus consommé qui en plus a été pendant longtemps le symbole du partage, de la religion, de plein de religions en fait, parce que même depuis les Égyptiens, le pain a été la seule offrande que vous retrouvez dans toutes les tombes des pharaons. C'est l'aliment qui est vraiment le symbole de ce pacte avec la nature. On ne s'attendrait pas du pain qui nous poignarde au dos. Mais lui, le pain, il a rien fait. C'est l'homme qui a tourné au vinaigre. Et c'est vraiment le cas de le dire parce que souvent vous avez des pains qui sentent le vinaigre parce que, par exemple, on va vous vendre, et ça fait un peu partie le chapitre arnaque, du pain au levain qui est du faux pain au levain parce qu'on a mélangé le levain avec la levure. Et donc ça va sentir vraiment le vinaigre. Et moi j'ai souvent des gens qui disent « Ah non, je ne mange pas de pain au levain parce que c'est trop acide. » Aspetta. Viens goûter le mien, tu vas voir. Il y a une pointe d'acidité, mais ce n'est pas l'acidité du vinaigre. C'est l'acidité du yaourt qui est beaucoup plus douce parce qu'on est dans une fermentation lactique, on n'est pas dans une fermentation alcoolique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la différence entre levain et levure? Bien sûr. Alors, le levain est un mélange d'eau et de farine qui va être ensemencé par les mains du boulanger et les mains de la boulangère, surtout parce que les femmes ont plus de bactéries lactiques sur leurs mains que les hommes. Non, c'est vrai? Bien sûr. À ton avis, pourquoi? Lacte. Ah ouais. Oui, on a du lait. C'est pas plus, c'est qu'on a du lait. Voilà. Et le lait, c'est la vie, et sans ça, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Hein. Donc, sans la lactation, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Dans le lait maternel est bourré de bactéries lactiques. Et d'ailleurs, les personnes qui n'ont pas eu la chance d'être allaitées par leur maman, souvent ils vont avoir des problèmes de maladies auto-immunes, voilà. Et donc, en fait, voilà, cet ensemencement que fait l'homme, c'est là où il y a en fait la connexion avec la terre et une merveille de la nature. Mais aussi de la terre, tu as beaucoup de micro-organismes qui vont arriver. Donc, en fait, dans un levain, une fois que tu mets de l'eau et de la farine, en fait, tu donnes l'étincelle de la vie. Voilà. Et après, il suffit juste de l'alimenter en eau et en farine, comme ça, c'est ce qu'on appelle un rafraîchi. Voilà. Il faut s'en occuper. Il faut penser à la température, il faut le maîtriser, hein, le vin, voilà, il y a tout un soin, voilà. Mais il a une odeur magique, il a un pouvoir incroyable, il fait baisser l'indice glycémique, le temps de conservation augmente, la disponibilité des minéraux elle augmente. Donc par exemple, on prend un pain complet normal qui est fermenté à la levure, tu ne vas pas pouvoir assimiler les oligo-éléments de la même façon. C'est là où je dis, c'est plus le pain de la vie, c'est le pain de la mort. Là, on est vraiment sur le pain de la vie.
Il prédigère le gluten aussi. Donc le levain naturel, il n'a que du bon. Son seul petit défaut, c'est que ça prend du temps. Il faut en prendre soin. Moi, Voilà. je l'ai tué au bout de 10 jours. Mais je sais pourquoi. Parce que je fais pas assez de pain. Non, c'est parce que tu mettais trop d'eau. Ah, peut-être Ça, c'est aussi. les défauts, je t'expliquerai tout à l'heure. Avec plaisir. Mais en gros, donc ça, c'est le levain. Et dans le levain, il y a jusqu'à 200 typologies de microbes qui ont été énumérées. Évidemment, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces microbes, ces bactéries lactiques surtout, et un petit peu de levure au pluriel, ils veulent manger. Ils veulent manger les sucres qui sont à l'intérieur de l'amidon, qui représentent 80% quand même du grain de blé. Le reste, c'est des protéines, un petit peu de minéraux et un petit peu de lipides. Donc, ils voient tout ce sucre en puissance, donc ils arrivent, ah, génial, ils vont le manger. Sauf qu'en ayant 200 typologies différentes, chacune elle va avoir ses spécificités, donc c'est le bordel, c'est l'anarchie. Et ça prend du temps, il faut se mettre d'accord, il faut négocier. Moi je prends ça, voilà. La levure, c'est quoi? La levure, en fait, c'est un des 200 qui est le plus rapide. L'homme, une fois qu'il a compris ça avec la microbiologie moderne, il a pris, il a isolé, il a répliqué en laboratoire de façon microbienne, c'est-à-dire qu'ils ont dupliqué ça en laboratoire, créé des petits cubes qu'on peut vendre. Donc ça c'est génial parce qu'on a créé un nouveau marché. Avant, quand un boulanger vendait son fonds de commerce, il y avait le four, il y avait la pelle, il y avait le levain aussi. Voilà. Et le levain, plus il est ancien, plus il va avoir une teneur en tous ces bactéries lactiques. Il y a même des familles qui le gardent depuis des centaines d'années dans la même famille. Donc c'est-à-dire que là, les personnes qui ne sont plus là, ils ont laissé un petit peu d'elles-mêmes dedans. Donc toute cette poésie et aussi ce bienfait pour la santé, avec la levure, on le perd complètement. Tous les avantages, on perd la baisse de l'indice glycémique, on perd l'assimilation des oligo-éléments, on perd la prédigestion du gluten, on perd le temps de conservation, le pain devient sèche tout de suite. Donc en fait, la nature, elle est là pour nous dire « Eh oh, vous faites n'importe quoi !» Et l'homme, il s'en fiche, il continue à errer, il continue à faire n'importe quoi en se faisant du mal parce qu'on a perdu la foi, mais ce n'est pas juste la foi dans le surnaturel, on a perdu la foi en nous-mêmes quelquefois. Quelque part, on se fait du mal sciemment parce qu'on est en train de communier à l'autel de la productivité. C'est beaucoup de questions de temps. C'est une question de temps, mais les bonnes choses dans la vie, ça prend du temps. On ne peut pas toujours courir et on finit par faire n'importe quoi. La levure, voilà, le seul avantage pour l'homme moderne, c'est que ça prend 1 heure. Voilà. Parce que Génial, toi, du coup, pour qu'on se rende compte, ton pain, il prend combien de temps à faire? Alors, donc c'est un cycle total de 48 heures. C'est-à-dire qu'on cuit le jour J, le jour J-1, on va faire le pain avec le levain qui a été rafraîchi J-2. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait parler du coup de ton levain? Oui. Puisque dans ce qu'on a cru comprendre de ta recette magique, en plus du talent et de ta curiosité voilà, qui est vraiment admirable, on a vu qu'il y avait donc le Russello, que je prononce probablement pas bien du tout. Russello, oui. Et là, il y a le Viviana. Viviana, donc c'est le levain naturel qu'on utilise. Alors en italien, le vin naturel se dit pâte mère. Ah, c'est joli. Pasta mère, madre. C'est pas par hasard, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un côté maternel dans le levain, donc le levain est féminin en italien. Donc on a Viviane, qui est une jolie dame de 137 ans, bien portée, qui tous les jours mange à merveille, elle a beaucoup d'appétit. Et je l'ai récupéré, en fait, c'est un ami, David, qui me l'a offert, et qui est originaire d'une boulangerie des Pouilles, qui existe donc depuis 1887. Et comment du coup, c'est cette année-là, et pourquoi tu as choisi ce levain? Je n'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui t'a choisi? C'était complètement par hasard. J'étais à une conférence de journalisme à l'époque et on me l'a donné, et depuis je l'ai gardé. On aime bien se poser des petites questions chiffres à chaque fois, mais juste la une durant le podcast. Et on se demandait, on a l'impression un peu qu'il y a une mafia du levain, où du coup tu peux troquer des levains avec d'autres personnes. Est-ce que tu sais à combien de personnes ce levain a été distribué?
Alors, moi, je l'ai donné à énormément de monde, je pense au moins une centaine. Ok. Parce qu'en fait, on a une politique dans l'entreprise, on donne notre levain gratuitement à nos clients. Donc, il suffit de venir avec un petit bocal propre et on vous en donne un petit peu et c'est cadeau. Voilà. Et maintenant, en plus, on a commencé à vendre de la farine. D'accord. Donc, les gens peuvent faire leur pain sans problème. Et moi, je dis toujours, si vous pouvez faire le pain, vous avez envie, allez-y, c'est génial, c'est magique. Est-ce que tu en as apporté un petit peu de levain là au Festival des Terroirs? Ça Non, se transporte pas très bien en TGV? Ouais, c'est ça. On reviendra te voir à Paris. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je suis un peu voisine, donc je passerai, Eh ben, je super, passerai te super. voir. Tu es parisienne? Ouais, je suis parisienne, Ah, mais bien, pas très bien. loin, donc du coup, Avec plaisir. je passerai. Super. Il y avait aussi la question, tu parlais de ce qui était hyper intéressant et je retrouvais ça aussi hier, j'ai assisté à une conférence sur le cacao et le café où on nous disait en France, le vin, tu n'achèterais jamais un vin où il y a marqué vin du monde avec raisin du monde à l'intérieur. On va voir les vignerons, même chose pour cacao, café, on le fait moins. Pain, on ne va pas voir les producteurs de blé. Est-ce que toi, tu as été voir du coup plusieurs producteurs bien sûr. pour le Bien Ruisselot? sûr, bien sûr. On a Marcella, par exemple, qui est génial, qui m'a... on a un peu la même culture sur vraiment le lien avec la terre, l'importance d'une agriculture qui soit le moins possible interventionniste. Donc avec une terre qui est quasiment pas labourée, avec des interventions très légères. Il y a Gandolfo par exemple, Filippo qui est notre meunier, c'est des gens qui sont géniaux. Alors en général, comment on reconnaît des agriculteurs de vrais blés anciens? C'est qu'en fait ils font un travail à côté. Parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Alors, déjà, ce n'est pas très rémunérateur, mais surtout, il n'y a pas besoin d'être toujours là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a semé, ciao, on se revoit pour la moisson. Et voilà, donc moi j'en connais un par exemple qui est employé à la région, il est fonctionnaire, un autre qui est avocat, un autre qui a un restaurant. C'est-à-dire qu'en fait, et souvent d'ailleurs, il y a un autre élément, ils sont producteurs également de légumineuses. D'accord. Pour le Sur sol, le c'est pour faire des rotations sur le sol. Voilà, ça c'est toujours le bon signe. Ouais. Une fois, on m'a présenté quelqu'un en France qui fournit beaucoup de chefs étoilés en blé ancien, etc. Lui, c'est un professionnel. Donc, quand je lui ai parlé de ce qu'on faisait, etc., il dit ah non, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'irrigation. Ah, c'est pas possible. Si, c'est possible. Parce qu'en fait, mais c'est pas de sa faute, c'est qu'en fait, en Sicile, vous avez des conditions pédoclimatiques qui sont quasiment les mêmes du Moyen-Orient quand le blé est apparu. C'est-à-dire que le blé est une plante moyen-orientale. Donc, c'est normal quelque part qu'en Sicile, il pousse comme ça. D'ailleurs, en Sicile, vous avez 52 variétés de blé anciens qui sont toujours cultivées, c'est-à-dire plus que le reste de l'Italie, toute l'Italie et la France ensemble. Ok. Ah oui, donc terre de blé. Terre de blé. Mais Terre de depuis, blé ancien. depuis les Grecs anciens, voire les Phéniciens, d'ailleurs cette année, on a fait quelque chose de magique, on va bientôt documenter, c'est qu'on a planté une petite langue de terre de 3 hectares qui est entre deux collines, qui se jette dans la mer, au sein même du parc archéologique de Sélinonte. C'est une ancienne cité grecque qui avait été détruite par un tremblement de terre en an 353 avant Jésus-Christ. Et donc là, vous allez avoir cette étendue de blé entre le temple d'Apollon et le temple de Junon. Et qui sera utilisé pour le pain pané? Oui. Ok. Oui, oui. Alors c'est intéressant parce que c'est des terres qui ont été séquestrées à la mafia. Ok. Bon voilà, on parlait de mafia tout à l'heure. Je la voulais, c'est moi je l'ai lu. En fait, la mafia locale allait fouiller dans ces parcs archéologiques pour revendre après de façon clandestine, etc. Et il y a un moment même, il y a un parent de la mafia qui avait fait construire une villa abusive avec vue sur les temples grecs. C'est pour comprendre en fait à quel point à un moment donné en Sicile,
ces familles mafieuses qui ne disaient pas leur nom, hein, parce qu'ils ont toujours nié la mafia. On ne connaît pas. C'est du business. D'ailleurs, ils ont toujours, encore davantage aujourd'hui, des business parfaitement légaux. Le tourisme, la restauration, même les services financiers, le bitcoin. Bon, ça, c'est un autre sujet pour c'est- un autre podcast express. c'est mon côté journaliste. Mais voilà, pour revenir au blé, oui, vous avez cette biodiversité incroyable qui puise ses racines dans l'histoire de la Sicile. Et attendez, est-ce que du coup, je reviens sur ce que tu disais, comment vous avez récupéré ces terres du coup? Ben, en fait, le parc archéologique aujourd'hui est géré par le protectorat des œuvres, des monuments historiques italiens, avec lequel on collabore et sur lequel donc il y a ces projets parce que c'est immense, c'est plusieurs centaines d'hectares, et donc ils ont des terres dont ils ne savent pas quoi faire, et nous on leur a dit, bah, ça c'était le blé qui était cultivé déjà par les Grecs. Et donc, d'un point de vue visuel, le coup d'œil, c'est magique. Ouais. D'un point de vue historique aussi. Bah oui. Parce qu'en fait, ils sont d'ailleurs, le parc archéologique de Selinunte, qui n'est pas très connu, et c'est d'ailleurs une magnifique destination touristique que je recommande. On arrive à l'aéroport de Palerme, une ville qui est parmi les plus belles au monde, les plus anciennes, avec des couches et des couches et des couches de civilisation. C'est comme une lasagne. Parce que vous avez eu voilà, il y a eu les Bourbons avant, vous avez eu les Anjou, vous avez eu les Arabes, les Romains, Byzance, enfin c'est génial. Vous atterrissez à Palerme, mais en fait c'est à 1 heure en voiture, Selinunte. Voilà. On garde en tête, peut-être un jour on ira avec notre Ah, van bah oui. et qu'on viendra voir justement le blé directement là-bas, ce sera assez chouette. Avec plaisir. Et justement, et ça fait peut-être le lien avec ça, on sent que tu adores transmettre tout ton savoir. Est-ce que c'est ton parcours de journaliste, de chercheur? Oui, j'aime bien. Oui. Et du coup, tu le fais au quotidien dans la boulangerie, ou est-ce que tu travailles aussi je pense à vulgariser ailleurs tout ce savoir-là Oui, c'est-à-dire qu'on est des êtres finis, finis au sens physique et temporel. La vie est courte, mais après nous, il y aura des gens qu'on connaît, qu'on croise et qu'on essaye aussi, pas moi, ma femme, d'enfanter. Donc nous, on a 3 enfants à qui on essaie de transmettre le plus possible. Et c'est ça, je pense, ce cercle vertueux finalement qui est là et qui est important. C'est-à-dire la formation, souvent on parle de la formation juste comme une denrée d'échange, un produit. Mais c'est le sens de la vie. C'est juste le sens de la vie. Si vous apprenez rien et que vous enseignez rien, à quoi bon exister? Mais à tous les niveaux, hein, quand on parle d'éducation, c'est même l'éducation au goût, aux saveurs, par exemple, qui est aujourd'hui complètement délaissée dans l'éducation en France et en Europe. Et c'est un élément qui est fondamental. Et est-ce que justement tu vas avoir des élèves, des écoles ou pas pour transmettre ces savoirs-là? Oui. Est-ce que c'est une volonté ou pas forcément? Oui, tout à fait. Donc là, par exemple, on a lancé la semaine dernière un cours de panification levain naturel à l'école du CAS à Paris. Ok, Voilà. C'est sur 2 jours, ça coûte 195 € et vous avez une formatrice à qui on a donné la farine, le levain, notre recette, qui s'appelle Louise et qui est super forte, qui est d'origine corse. Moi j'ai un petit penchant pour la Corse parce que ma femme est corse. Et on s'est marié en Corse. Et elle, en fait, pareil, les principes de la cuisine d'Alain Ducasse, c'est la naturalité. Et jusque-là, ils n'avaient que des cours de boulangerie très classiques, en fait. Donc là, c'est génial parce que c'est aussi un élément pour nous de fierté, de se dire en 5 ans, on est arrivé à développer un cours de panification avec l'école Alain Ducasse. Je fais aussi souvent des ateliers dans des écoles. Alors je fais ça par exemple quand mon fils était à la maternelle. J'ai amené mon levain, je l'ai fait goûter, je l'ai fait sentir, j'ai dit mettez le doigt dedans, sentez, voilà, c'est acide. J'ai dit regardez là, maintenant regardez votre doigt, vous avez beaucoup plus d'individus que le reste de la population humaine.
Parce que dans un gramme, vous avez 2,9 milliards de bactéries lactiques. Donc forcément, vous trempez votre doigt, là, vous avez plusieurs milliards. Mais c'est ludique, génial, c'est bah, très bien ludique, sûr. c'est Ouais. comparaison, ça parle, Ouais, exactement. Que ce soit des élèves de communauté, Ouais. mais même nous. Nous, ça nous Oui, parle. oui, bah, avec un microscope, en plus, on peut les voir. Oui. Et on peut les On n'a pas classifier. emmené aujourd'hui dans notre sac le microscope. Et bien du coup, peut-être dernière question, parce qu'après tu as un planning au Festival des Terroirs qui est bien chargé. Et là, on est au Festival des Terroirs. On a appris, grâce à toi en préparant aujourd'hui le podcast, qu'il y avait aussi une fête du pain, qui est le 16 mai, donc bientôt. Si on te donnait une carte blanche pour organiser ta fête du pain idéale, ça serait quoi? Ce serait un côté vraiment festif. On avait à un moment donné participé à une fête du pain à la Cité Fertile à Paris qui avait été très sympa. Voilà, un très chouette lieu. Je fais une parenthèse, il y aura un festival de la fermentation fin juin qui va être vraiment sympa auquel on va participer pour la venue en France de Sandor Katz qui est un auteur reconnu américain sur le sujet de la fermentation. Et ça sera où? Ce sera la Cité Fertile. Cité Fertile aussi. C'est pour ça que ça me vient à l'esprit, c'est ce genre d'événement auquel je penserais, quelque chose de festif, avec des food trucks, où on puisse faire son pain, même apprendre à fabriquer un four par exemple, en argile. C'est pas sorcier, moi j'en ai fait deux, c'est très sympa et voilà, c'est comme ça que je le fêterai. Eh bien super. Voilà. Eh bien merci beaucoup Adriano. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce temps. Ouais. C'était un plaisir. On était ravis de te rencontrer. En plus, c'est magnifique. Derrière nous, on voit tous les stands du Festival des Terroirs. Et puis, merci infiniment. Et on a hâte d'aller te retrouver sur les réseaux sociaux et directement dans ta boulangerie ou à la fête de la fermentation. Ouais, très bien. Merci. Merci beaucoup.